Toc toc. Ouais. Bah, on va changer radicalement de sujet, vu que maintenant je vais parler de système distribué. Alors, bah, pareil, à chaque fois je dis toujours, c'est très vantard de ma part de dire ceux qui me connaissent, comme si j'étais quelqu'un de connu. Non, je suis pas quelqu'un de connu, mais je peux pas m'empêcher de le dire. Mais ouais, je suis un grand, je vais pas ce que dire fanatique, mais quelqu'un de très intéressé par la théorie des systèmes distribués. Ça a commencé en m'intéressant au cloud, aux trucs DevOps, et qu'il a fallu commencer à comparer des choix de bases de données. Et que les critères de comparaison de base de données étaient tellement what the fuck que j'ai compris que 95% des gens qui choisissaient une base de données ne comprenaient pas pourquoi ils la choisissaient. Parce que le simple fait, la matrice de comparaison, je ne comprenais pas ce que ça disait. Et pour comprendre ça, juste pour faire un choix éclairé sur les bases de données que je devais utiliser, j'ai besoin de connaître, de savoir comment ils répliquaient leurs données, quelles étaient leurs politiques de réplication, comment ils géraient la distribution de leurs données. Et pour comprendre ça, j'ai besoin de comprendre la théorie des systèmes distribués. Et petit à petit, je me suis placé, j'ai lu 2 ou 3 bouquins, un peu plus, j'ai fait les trucs, et maintenant, ça me fait super rire. Donc je me suis dit, je vais en parler d'une manière, avec un fil rouge quand même, et avec quand même comme fil rouge l'idée de le but, c'est pas de développer un système distribué. En sortant là, vous n'aurez pas de quoi développer un système distribué. Par contre, vous pourrez juger et comparer différentes offres de distribution, de réplication de données chez différentes bases de données ou de trucs un peu comme ça, savoir vous dire si les mecs ils savent de quoi ils parlent, si son truc ça vaut ça. Et par exemple, pour regarder MySQL et dire ah mais c'est de la folie leur truc. Vous allez regarder MongoDB, vous allez faire mais il faut être absolument un débile complet pour utiliser ça. Ça n'a aucun sens, ça n'a aucun fondement mathématique et ça va se péter la gueule dès qu'il y a une machine qui tombe. Et bah oui, mais pourtant il y a plein de gens qui l'utilisent. Mais quand on se pose la question, on se rend compte que non. Donc qu'est-ce que c'est en fait que la théorie du système distribué? Bah, pour répondre très simplement, le système distribué, c'est l'art et la manière de faire croire, je vais bien faire croire, qu'un ensemble de machines, de loin, se comporte comme une seule machine. Je dis bien faire croire. Parce que de ressembler à 100%, c'est bien sûr pas possible. Le simple fait que les machines sont séparées physiquement, elles communiquent, et que même théoriquement, la vitesse ne pourra jamais aller plus vite que l'information ne pourra pas avancer plus vite que la vitesse de la lumière. En pratique, c'est même beaucoup plus lent que ça. Donc de base, ne serait-ce qu'à cause de la relativité, on ne pourra pas se comporter de la même manière. Mais on va donner des illusions. On va pouvoir donner des illusions avec un certain nombre de garanties, plus ou moins désirables, mais ces garanties vont probablement nous coûter plus ou moins cher. Ce sera plus ou moins acceptable d'avoir ça. Peut-être qu'on va sacrifier certaines garanties, de ressembler moins de loin à un système unique, mais avoir gagné en contrepartie, par exemple d'être plus rapide. Ou bien de dire non, je voulais absolument ressembler à un seul gros système, mais dans ce cas-là, quel est le prix que j'ai payé en performance, en maintenance, ainsi de suite. Donc la théorie du système distribué, c'est toutes ces questions. Alors déjà, pourquoi distribuer un système? J'avais une base de données, voilà, je suis une boîte, je fournis un service, et mon service, j'ai besoin de stocker de l'information, donc j'ai fait une base de données. Très bien. Alors la base de données, elle est là, ils ont toujours un symbole bizarre pour présenter les bases de données, comme ça. Et il est sur une seule machine. Pourquoi est-ce qu'à un moment, je déciderais de le mettre sur plusieurs machines? Parce qu'elle est peut-être trop grosse pour une machine. Effectivement, je commence à avoir je ne sais pas combien de milliers de clients, de milliers de millions de je ne sais quoi, le trafic est trop lourd, je ne tiens plus sur une seule machine. Également, quelqu'un voit un autre risque potentiel avec ça? Avec avoir une seule machine? Ouais. Voilà, si la machine se prend un avion sur la tête, oh là là, too soon, hashtag je suis Charlie. Oui, vous avez parlé de vos trucs, donc peut-être que vous avez envie d'avoir plusieurs copies. Il y a plusieurs manières de distribuer. Il y a ce qu'on appelle partitionner et répliquer. Je ne vais pas trop m'attarder sur le partitionnement, mais pour voir à quoi ça ressemble. Partitionner serait dire, ok, je vais diviser la charge. J'ai la base de données de tous mes clients et j'ai 2 machines. Et tous les noms de A à F vont ici. Tous les noms de G à Z vont là. Donc là, ce n'est pas une copie conforme, mais j'ai divisé en 2, effectivement, la charge est plus simple. Par contre, effectivement, je perds cette machine, j'ai perdu tout ça. Mais ça peut avoir du sens dans différents cas. Répliquer, c'est véritablement dire, ok, lui et ces 2-là sont en permanence synchronisés, ou peut-être 2, 3, 4. Mais en fait, donc ça c'est la solution ultime. Répliquer, c'est une phrase que j'adore, répliquer c'est un peu comme l'alcool, c'est à la fois la solution et la cause de tous les problèmes. C'est la solution parce qu'effectivement, maintenant, il y a une machine qui est tombée, c'est pas grave, j'en avais plein d'autres.
Mon truc est devenu plus gros, bah, c'est pas grave, j'en ai plein parce qu'en plus j'avais partitionné mon ensemble de trucs. J'ai partitionné plus répliqué. La réplication, c'est la vie. Maintenant, j'ai un nouveau problème. Bah, effectivement, c'est pas une base de données en lecture seule. Il y a des modifications qui sont faites, effectivement. Donc elles ont un petit lien pour communiquer entre elles. Et j'ai des clients qui tapent ici, des clients qui tapent là. Donc toi, tu es mis à jour ici, toi, tu es mis à jour ici. Il faut, si je veux ressembler à un système unique, qu'à tout moment, les deux soient synchronisés. Et oui, bah, et en fait, c'est très compliqué. Alors, il y a plusieurs définitions de formelles de dire que ce soit machin. Moi, la ligne rouge que je dis, c'est la réplication de la base de données. En fait, il y a beaucoup de problèmes, mais le problème originel, le plus classique, c'est ce qu'on appelle le problème du consensus. Le problème du consensus, c'est celui où on demande à plusieurs machines, on a plusieurs mecs dans la même salle, il faut que tout le monde tombe d'accord sur la même valeur. Et ils peuvent communiquer entre eux, sauf qu'à tout moment, il peut y avoir des messages qui tombent, des messages qui se perdent, des gens qui disparaissent, des gens qui s'endorment, et il faut que tout le monde se mette d'accord sur la même valeur. C'est ce qu'on appelle le problème du consensus. Et en fait, le problème du consensus est isomorphe à plein d'autres problèmes, l'élection de leader, l'atomic broadcast, le lock, le machin, et notamment, pour résoudre ça, on a besoin de résoudre le problème du consensus. Donc, moi, ma ligne rouge, ça va être ça, cette idée de réplication. Et effectivement, bah, je le mets à jour ici, je le mets à jour là, mais je dois garder la synchronisation. Comment je fais? Et bah, là, ça devient très compliqué. Il y a deux théorèmes intéressants. Le premier, qui est le plus académique, qui s'appelle le théorème FLP. FLP pour Fisher, Lynch, Peterson, qui sont les trois mecs qui ont fait ça. Et ils ont dit dans un système asynchrone. Alors qu'est-ce que c'est qu'un système asynchrone? Un système synchrone, c'est un système où on considère, par exemple, ça correspond à peu près au monde embarqué. Je considère qu'il y a une borne supérieure, un délai maximal à l'envoi des messages, à la latence des messages. Au bout d'un certain temps, je suis garanti que ce soit reçu. Je suis en temps réel fort pour les gens qui ont fait du registre. Et les messages ne peuvent pas être perdus. Et les gens sont synchronisés sur une horloge et tout va bien. Pour Internet, c'est pas très réaliste de dire ça. Pour Internet, on veut quand même un modèle qui dit à tout moment, il y a le réseau qui peut se couper, il y a un message qui peut être perdu, qui peut être dupliqué, qui peut être ralenti, qui peut arriver dans le désordre, il y a des gens qui peuvent disparaître, et bien sûr, les horloges ici sont probablement pas synchronisées. Quand bien même d'une part, parce qu'elles sont synchronisées sur une horloge, il y a un petit ce qu'on appelle un clock skew, ils vont un peu se décaler, les trucs ne sont pas parfaits. Quand bien même, théoriquement, elles seraient parfaites, à cause d'Einstein, bah non, par théorie de la relativité générale, elles ne seraient pas sur le même référentiel de temps. Bon là c'est vraiment l'enculage de mouche, hein, mais en pratique on n'a pas besoin d'invoquer la théorie de la relativité pour dire que non, ils ne sont pas égales. Donc ça c'est ce qu'on appelle un modèle asynchrone. Le modèle asynchrone c'est je ne fais pas d'assomption, j'ai aucune garantie. Alors sachant ça, je veux résoudre le problème du consensus. Et là bah, le théorème FLP, Fisher-Lynch-Peterson, il dit dans un système asynchrone, si on suppose que ne serait-ce qu'une seule machine peut cracher, que la seule manière de cracher, c'est juste de s'éteindre et de revenir après. Pas forcément de mentir ou de machin, ce qu'on appelle le système byzantin, où carrément on a des agents traîtres qui veulent envoyer de la merde. Là, c'est juste, le pire qu'elle puisse faire, c'est cracher. Et que les messages soient dupliqués et tout ça, alors il n'est pas possible de résoudre le problème du consensus. Voilà, bah merci, au revoir, vous avez des questions? Non, je déconne. Oui, non, c'est vrai, voilà. Alors on va dire, bah merde. Oui, bah merde. Et bah comment on fait? Bah en fait, ce qu'on va faire, on va faire des systèmes partiellement synchrones. On va dire, en temps normal, les choses se passent plutôt bien. Il n'y a pas de coupure réseau, c'est pas la norme quand même. Par contre, il y a des moments où ça fait boum. Et il faut que mon système soit prêt pour le moment où ça fait boum. Mais en temps normal, tout va bien. Donc c'est ce qu'on appelle le système partiellement synchrone. Et le deuxième théorème, que celui vous allez sûrement l'entendre partout, vous cherchez système distribué, on va vous le gaver avec. Il y a 1 milliard de blog posts, les gens leur donnent leur interprétation du théorème, ce qu'il veut vraiment dire. Ah, mais en fait ce théorème ne veut rien dire. Mais en fait ce théorème il veut tout dire. C'est le théorème CAP. Le CAP théorème, CAP, qui vient du docteur Eric Brewer, lead engineer chez Google. C'est le chef de la section technique chez Google. C'est pas un con. Et il a fait le théorème CAP. Et qui permet en gros de donner un spectre des différentes possibilités des systèmes distribués. Alors il faut comprendre, CAP c'est un acronyme, il y a 3 caractéristiques fondamentales, il dit c'est ce qu'on appelle la consistance forte. Attention, pas n'importe quelle consistance forte. La consistance forte, c'est dire, en simplifiant, à aucun moment il y a de divergence. De loin, il se comporte, il y a un seul état global et il n'y a pas deux machines qui voient deux choses différentes. C'est ce qu'on appelle la consistance forte. On peut l'opposer à toute forme de consistance éventuelle.
Je mets un peu de temps à me synchroniser et après c'est bon. Mais il y a un petit temps où j'ai une copie qui doit se mettre à jour ou n'importe quoi. Consistance forte, c'est non. On est toujours ensemble. De loin, atomiquement, les opérations sont atomiques. C'est ce qu'on appelle la consistance forte. A, disponibilité, enfin availability. Si je fais une requête à un mec, il me répond. C'est-à-dire, si je commence à discuter avec un gars, je ne commence pas à bloquer à l'infini. Attention, si je n'ai pas violé le A, si toutes mes machines ont explosé et que j'ai personne à contacter. Non, le A dit, si j'arrive à contacter un mec et lui faire une requête, alors il va falloir qu'il me réponde. Est-ce qu'il me répond oui, est-ce qu'il me répond non? En tout cas, il faut qu'il me réponde. C'est ce qu'on appelle le A. Et le P, c'est celui sur lequel tout le monde a énormément de mal, partition tolerance, la tolérance aux partitions réseau. Alors qu'est-ce que c'est que les partitions réseau? C'est justement la capacité à faire boom, à prévoir que ça fasse boom. Parce qu'on a un gros problème. Moi, j'ai ces deux machines. Moi, je suis là et je vois que B ne répond pas. À votre avis, est-ce que c'est parce que B est tombé? Ou bien B est bien vivant, mais c'est le réseau entre nous deux qui a coupé? Comment on fait? Eh bien, le point compliqué, c'est qu'on n'a absolument aucun moyen de savoir. Tout ce que c'est que je n'arrive pas à le contacter. Donc je ne peux absolument pas je dois faire très très gaffe. Je ne peux pas dire « Ah, il est tombé, c'est pas grave, je prends la relève ». Imagine qu'en fait, ce soit le réseau qui soit coupé. Et résultat, lui, il se dit la même. Et les deux, ils disent « Bon, c'est pas grave, l'autre, il est mort. Ok, vas-y, file-moi des trucs ». Résultat, les deux systèmes ont divergé. Le réseau se refait, ils veulent se synchroniser, ça fait boum. Et voilà, il y a un sysadmin qui est appelé à 4h du mat en disant « Au secours, ça fait boum ». La partition tolerance, c'est très polémique, quelle est la vraie définition de partition tolerance ou machin, n'importe quoi. Moi, je vais vous dire, les puristes me pardonneront, la partition tolerance, c'est partir du principe que c'est le réseau qui a coupé plutôt que la machine. Se poser la question et dire, si ça se trouve, il y a le mec en face qui existe encore et qui est dans la même situation que moi. Et le CAP théorème, il nous dit, de ces trois-là, je peux en avoir que deux, à tout moment. Je ne peux pas avoir les trois en même temps. Mais alors, j'aime pas trop cette formulation. Il faudrait plutôt dire, dans le cas d'une partition réseau, je dois soit sacrifier le C, soit sacrifier le A. Et effectivement, moi, je suis ici, je suis un système partition tolerant, c'est-à-dire je me pose la question, si ça se trouve il est encore vivant, j'ai le choix. Soit quand on m'envoie une requête, je dis, écoute, the show must go on, je dois accepter des requêtes, ok, vas-y, balance. Par contre, potentiellement, c'était le réseau qui était mort, lui il fait la même, et dans ce cas-là, j'ai divergé, j'ai sacrifié le C, je ne suis plus en consistance forte, et éventuellement, peut-être, on arrivera à se réconcilier, mais je ne suis pas en consistance forte, mais je suis encore vivant. Ou bien je dis, écoute, non, c'est trop dangereux, je ne peux pas accepter ta requête, parce que sinon je risque de violer la garantie de consistance forte. Mais dans ce cas-là, j'ai violé le A. Et je bloque parce que j'attends que le mec revienne. Et donc là, on définit les systèmes CP, AP, et les systèmes... Alors, ce qu'on appellerait un système CA, c'est pas j'ai fait le choix de designer en CA. Le système de CA, c'est plutôt j'ai oublié de prendre en compte que peut-être il pourrait y avoir des partitions réseau. Et généralement, un système CA, quand il se passe un P, il perd les deux. Donc non, première règle d'or, grâce à ça, comprendre, une base de données qui vous annonce très très fortement et très fièrement, un vendeur qui vous dit, j'en ai croisé une fois, qui nous dit très fièrement, alors dans le CAP théorème, nous on a choisi le CA. Et je lui dis donc, en gros, vous êtes parti du principe qu'il était strictement impossible qu'une coupure réseau puisse arriver et que vos systèmes soient divergents. Et vous ne considérez pas, dans l'espace des possibilités, que cette chose puisse arriver. Et dans ce cas-là, ce que vous faites ce qu'on appelle un split brain. Vous avez un système bicéphale avec deux cerveaux qui communiquent en même temps et chacun se bat pour avoir la vérité. Et probablement, quand ils vont se reconnecter, il y en a un qui va écraser l'autre. Vous aurez perdu des écritures. C'est ça que vous êtes en train de me dire. Ouais. Merci, au revoir. Donc ça, c'est MongoDB, par exemple. Ou Redis. Maintenant, Redis a été fixé, mais c'était RabbitMQ, putain. RabbitMQ qui faisait ça quand il avait un split. Quand il reprenait, le plus récent écrasait l'ancien, mais n'avait absolument pas considéré l'idée que l'autre avait pu recevoir des requêtes entre-temps. Et il dit « Oh, mais lui, il est ancien !» Et voilà, la moitié des requêtes ont disparu, la moitié des écritures ont disparu dans le vide. Génial. C'est ce qu'on appelle ne pas être partition tolerant. Donc, de nos jours, c'est les vieux systèmes qui sont CA.
Ou bien un système où effectivement on peut considérer que c'est pas la fin du monde d'imaginer que le réseau coupe. Par exemple, tous les systèmes classiques de bases de données relationnelles, donc ce qu'on va trouver être PostgreSQL, MySQL Cluster, pas juste MySQL, MySQL Cluster, Oracle et tout ça, font des systèmes de réplication typiquement 2PC, je vais le voir après, qui est le système CA. Parce qu'ils se disent, bah, de toute façon, je tourne au sein d'un cluster de machines qui sont côte à côte. C'est pas vraiment. Déjà à mon époque, on commençait pas à se poser ce genre de questions. Et c'est pas vraiment intéressant de se poser la question. Il faudrait vraiment, pour avoir une partition réseau, qu'un mec vienne avec un sécateur dans mon data center et qu'il le coupe. Donc oui, c'est bon. Par contre, dès que je commence à avoir des trucs qui sont géographiquement distants sur le cloud, on est obligé de prendre en compte le P. Donc, le choix, les systèmes AP et les systèmes CP. Alors, pour résumer, un système CP, c'est un système qui veut à tout prix garantir la cohérence et la garantie de consistance forte, au prix de parfois refuser des écritures en disant non, je suis désolé, là je peux pas. Et un système AP va tolérer la divergence, mais en se disant bah, tôt ou tard, alors je trouve un moyen de réconcilier ça. Ce sont les deux grands axes. Alors, on va voir un peu. Ce qui est génial, c'est on peut vraiment s'amuser à chercher la petite bête. Je vais vous montrer des petits schémas d'exemple de réplication. Vous allez me dire, on va chercher la petite bête. Qu'est-ce qui peut se passer de mal? Il faut se poser la question, tout peut arriver. Et forcément le pire au pire endroit, au pire moment. Premier schéma de réplication asynchrone. Je suis un client. Bonjour. Je contacte un serveur, maître, une base de données, qui possède des réplicas. Réplique 1 et réplique 2. Et moi, il me contacte pour une requête. Et moi, ce que je fais, je veux répondre vite, je lui dis, je stocke localement, je dis, oui, oui, c'est stocké, merci. Et juste après, je fais hey, psst, vous pouvez me copier ça, les gars? Et ils font ouais, ouais, ok, c'est bon, on a copié. Ça s'appelle la réplication asynchrone. Alors, on joue à chercher la petite bête. Qui voit un problème avec ça? Ouais. Voilà. Effectivement, il crache ici. Il a dit oui, oui, c'est fait. Et il a disparu. Le sysadmin tout faire dit mais c'est pas grave, j'avais des backups. Mais lui, il n'a jamais entendu parler de ça. Voilà, vous avez fait la pire chose au monde, vous avez fait un faux positif. Encore un faux négatif, c'est pas la fin du monde, je pourrais dire. Un faux positif, ça c'est vraiment la merde. Vous avez dit que vous avez stocké un truc, vous l'avez pas stocké. Alors on pourrait imaginer un autre système. Réplication synchrone. Réplication synchrone, cette fois-ci, le client me contacte. Moi je dis, attends Coco, je stocke localement, je contacte monsieur, monsieur m'a dit c'est bon, monsieur m'a dit c'est bon, tout le monde est bon, ok monsieur le client, c'est bon. Avantage, inconvénient, c'est ce qu'on appelle l'application synchrone. C'est lent. Alors par contre, effectivement, là, pour perdre ma donnée, il faudrait que tous les serveurs explosent en même temps. Bon, je ne trouve aucune théorie qui me protège contre l'explosion simultanée de toutes les machines, mais je ne pense pas pouvoir faire une meilleure garantie que ça, effectivement. Par contre, avant, j'étais ce qu'on appelle un schéma, une écriture de 1 pour n. Maintenant, je suis une écriture de n pour n. Je dois communiquer avec tout le monde. Donc ça, c'est les deux briques de base. Et à partir de ces deux briques de base, on va voir... oh, ça va, il me reste un peu de temps. Les algorithmes principaux. Déjà, le premier algorithme, celui par exemple qu'on trouve dans MySQL, qu'on appelle le primary backup. Primary backup replication, ou bien le log shipping. Le primary backup, il dit... Quand je reçois une écriture, je balance le log, alors soit de manière synchrone, soit de manière asynchrone, comme là, à toutes mes répliques. Et comme ça, ils sont informés après moi de ce qui se passe. À votre avis, comment vous classifierez ce système? Alors déjà, il faut se poser la question, qu'est-ce qui se passe s'il se passe machin? Qu'est-ce qui se passe s'il se passe machin? Alors, si j'ai une réplique qui tombe, c'est pas grave, je la mets à jour. Qu'est-ce qui se passe si mon serveur il tombe? Si mon maître il tombe, je vais avoir un gros problème. Que je sois synchrone ou asynchrone, la récupération ne pourra pas se faire de manière automatique. Ça va être manuel et laborieux, il va y avoir des larmes. Pourquoi? Qu'est-ce qui se passe si moi j'envoie cette réplication à tous mes réplicas, il y en a qui disent oui et il y en a qui plantent? Qu'est-ce que je fais? Et après, voilà. Et après, juste après, il y a lui qui plante après pendant qu'on y est.
Il y a une partition réseau, ils ont été coupés du réseau entre eux. Et je dois promouvoir une nouvelle réplique pour devenir le nouveau maître en attendant. Bah, j'ai à peu près, ça va être la loterie. Il y a des répliques qui ont reçu, qui considèrent que oui, il y a ce changement. Il y a des répliques qui n'en ont jamais entendu parler. Et ça se trouve, c'est elles que j'ai pris en nouveau maître. Voilà, donc je ne suis absolument pas partition tolerant, c'est un carnage. Ça n'a rien à voir avec partition tolerant, c'est de la merde. Le primary backup, c'est de la merde. Donc, comment on pourrait résoudre ce problème? Je vous laisse un peu réfléchir 2 petites secondes. Ça, c'est primary backup replication. Mon problème, c'est que je risque de désynchroniser mes répliques, même en le faisant d'une manière synchrone. Parce que ça se trouve, il y en a qui ont reçu, il y en a qui n'ont pas reçu. Ouais, mais la liste de ce qu'il a reçu, ça s'appelle le contenu de la base de données. Donc à moins que tu t'amuses à t'envoyer le contenu de ta base de données en permanence, ça va être un peu violent. Non, en fait, on va faire 2 phases de communication. C'est ce qu'on appelle le two-phase commit, le commit en 2 phases, et qui est celui qui est utilisé par PostgreSQL par défaut, il a d'autres trucs de réplication, hein, et MySQL Cluster. Et lui, en fait, il va faire 2 phases. Il va d'abord dire, hé les gars, est-ce que vous êtes OK pour commit ce changement? Il envoie ça à tout le monde. Tout le monde le stocke dans une petite zone à côté, on appelle le write ahead log, c'est une zone temporaire. C'est pas définitif, c'est temporaire, il le met de côté. Est-ce que vous êtes OK pour faire ça? Donc première phase de communication, est-ce que vous êtes d'accord? Est-ce que vous êtes d'accord? Est-ce que vous êtes d'accord? Et tout le monde répond, oui, 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 oui. Première phase de communication, j'ai envoyé à tout le monde m'a répondu. Tout le monde m'a répondu oui. Alors les gars, on y va, on fait un commit. Et là, tout le monde commit. C'est bon. Qu'est-ce qui se passe s'il y a ne serait-ce qu'un seul de mes répliques qui m'a dit non, ou bien qui est mort, ou qui a machin? Je dis à tout le monde, les gars, j'ai pas pu contacter tout le monde, on annule, il y a un problème. Et tous les gens qui avaient mis ça dans leur zone temporaire, ils disent, oh ok, on a annulé, je rollback, j'ignore, parce que j'étais pas dans un changement permanent. Et comme ça, je suis synchronisé, je n'ai pas de perte de consistance forte. Alors ça, ce système, il est quoi? Il est CA, CP, CA, P? Donc la question c'était qu'est-ce qui se passe si au moment où j'ai une réplique qui me dit oui, ok, on y va, et ensuite il a fait boum. Alors déjà, j'apprécie beaucoup que tu commences à penser comme un mec qui fait le système distribué, c'est-à-dire qu'il a cherché la petite bête partout. Qu'est-ce qui se passe dans le pire moment possible où n'importe qui se dirait mais non, ça risque pas d'arriver, et qu'en fait ça arrive. En pratique, c'est deux phases de communication, mais chaque phase de communication c'est aller-retour. Donc la machine ne répondra au client que s'il a reçu un hack, une réponse positive de tous les mecs. Et les mecs envoient la réponse après avoir réussi. Mais tu pourrais effectivement te poser la question, oui mais attends, qu'est-ce qui se passe si à ma deuxième phase de communication, tout le monde ne répond pas au hack? Là, ça veut dire que pareil, j'en ai qui ont répondu, j'en ai qui ont bien stocké, d'autres qui n'ont pas stocké, ils sont morts avant et tout ça. Mais là, on peut, c'est manuel. Effectivement, c'est un système qui est CA. 2PC est un système CA. Il ne gère pas la partition tolerance parce que son comportement par défaut, enfin son comportement prescrit lorsqu'une machine ne répond plus, c'est de bloquer. C'est de bloquer jusqu'à ce qu'elle réponde. On ne sait rien faire d'autre, ou bien de faire une intervention manuelle. Et l'intervention manuelle pourrait résoudre ça. Mais automatiquement, je n'ai pas moyen de répondre à cette question. Donc effectivement, oui, c'est un système CA. Ouais. Pourquoi il n'y aurait que la machine qui a... Attends, tu peux lui passer le micro, c'est plus simple. Il y avait eu un premier message, Ouais. les machines étaient OK. Et au moment du deuxième message, mettons, il y en a une qui est plantée. Pourquoi on ne dit pas pourquoi la machine qui a donc, le truc dans sa zone temporaire, elle voit qu'elle ne reçoit pas de deuxième message, alors elle bloque, mais les autres pourraient continuer à fonctionner, non? Puisqu'elles ont toutes les infos. Donc si j'ai bien compris, j'ai une de mes répliques qui est morte, Ouais. mais les autres continueront à fonctionner malgré le fait que... le problème c'est qu'est-ce qui se passe si jamais après ton serveur il tombe par exemple et tu as besoin de promouvoir une réplique. Il va falloir que tu les synchronises, tu les mettes à jour. Le problème c'est pas une chose qui arrive une fois, c'est une conséquence, une cascade de problèmes.
qui très souvent en plus quand il y a une cascade de problèmes, s'il y en a un, ça va en amener d'autres. Mais pourquoi je ne pourrais pas continuer malgré le fait qu'une de mes répliques soit morte? C'est une grande question. Moi j'aurais tendance à dire pourquoi je ne peux pas continuer, parce que elle sera désynchronisée, donc j'ai cassé la cohérence, j'ai cassé la garantie de consistance. Et ok, par intervention manuelle d'un sysadmin, je pourrais prendre la nouvelle machine, la répliquer, la mettre à jour en copiant les données, machin, mais automatiquement, un algorithme d'intervention humaine ne sera pas capable de faire ça. Donc je serais obligé de nécessiter une intervention manuelle. D'accord. Il y a plein de questions. Si on regarde le système avec le double check, avec le double commit, mais que dans ta zone temporaire, tu mets un timeout pour tes commits. Imaginons que tu aies une ou deux machines qui ne répondent pas au OK, on peut la valider. Mais tu as dit, ce commit-là, il va avoir un délai de, je sais pas, allez, on va dire un truc trop random, un jour. C'est pas faisable, c'est trop long, mais on s'en fout. Et la moitié de la journée, tes deux machines, elles sont re-up. Et je sais pas, tu as un process qui régulièrement check si toutes les machines sont OK pour valider ce commit. Et du coup, si elles répondent tous OK à ce commit qui était dans ta zone temporaire en attente, pouf, tout le monde répond OK. Ben maintenant, même s'il a, je sais pas, 5 heures de retard, tout le monde le commit. Mais en attendant, personne ne la commit. C'est ça, en attendant, personne ne la commit. Parce que là, le grand danger serait que tu rajoutes une heuristique et que chacun, de son côté, décide de commit au bout d'une certaine heuristique. Si tu fais ça, c'est la fin du monde. Ouais. Tout ce que tu fais, c'est simuler, c'est en pratique ce que tu vas faire. Quand je te dis on attend que ça se répare, c'est ce que tu fais, tu attends que ça se répare et tu réessayes. Tu réessayes jusqu'à ce que ce soit réparé. Okay. Et du coup, ce qui est bien là, c'est que tu n'attends pas forcément que le client refasse une requête. Tu peux mais en attendant, tu lui dis. Le problème, c'est qu'en attendant, tu lui dis c'est mort. Mais tu vas faire quoi? Tu lui envoies un mail pour lui dire tu te rappelles la connexion TCP que tu m'as ouvert il y a 3 jours Maintenant, je suis connecté. Maintenant, c'est bon, je te les commit. Dommage. Ouais, ou bien revenez plus tard. Après, est-ce que tu lui mens? Est-ce que tu lui dis non? Est-ce que tu vas réessayer plus tard? Là, c'est à la fois les systèmes distribués et c'est à la fois de l'UX. C'est à la fois un choix de comment tu communiques avec ton client. Okay. Donc bon. Mais moi, je commence à galérer sur la question qu'on me pose parce que c'est un sujet. Malgré le fait tout le temps que j'ai passé mon temps, j'ai passé un mois à ne pas me réfléchir là-dessus. Il y a tellement moyen de jouer à l'enculade sur un mec. Sur toutes les questions. Enfin bref. Mais maintenant, ça c'est un système CA. Comment ça marche un système CP? Un système qui part du principe qui va réussir à tolérer qu'il y ait peut-être pas toutes, mais au moins un certain nombre de machines qui puissent planter, mais je continue à vivre. Et là, on va rentrer dans le domaine, c'est un truc en 3 phases, avec Paxos. Paxos, c'est un très grand truc. Ça vient d'un mec qui s'appelle Leslie Lamport. Leslie Lamport, vous le connaissez pour LaTeX. Mais en vrai, il n'est pas connu pour LaTeX dans le monde de l'informatique. Enfin si. Il est connu comme étant le grand monsieur des systèmes distribués. C'est lui qui a fait toutes les notions d'horloge locale, d'horloge vectorielle, de machin et tout ça, et également l'algorithme Paxos. Aujourd'hui, Paxos est légendaire pour être d'une complexité absolument imbitable, dans le sens où il y a eu Paxos, le papier Paxos, qui s'appelle The Part-Time Parliament, qui en plus il a inventé une petite histoire avec une île fictive grecque, avec des parlementaires grecs qui devaient discuter entre eux de faire des amendements sur les règles. Ensuite, il a fait un deuxième papier qui s'appelait Paxos Made Simple, où il a dit bon ok, j'essaie de simplifier. Il y a eu un troisième papier de Google 10 ans plus tard quand ils se sont dit on va implémenter Paxos pour leur système Chubby de log distribué. Ils ont fait un papier qui s'appelle Paxos Made Life pour dire putain au secours c'est imbitable. Et après il y a encore eu d'autres mecs qui ont créé des autres algorithmes dont le seul but était d'être Paxos en plus simple, notamment Raft. Raft en 2006 de mémoire, qui est de nos jours, quitte à expliquer un truc, je préfère expliquer Raft que Paxos. Raft a la volonté d'être Paxos en plus simple. Mais je ne vais pas rentrer dans les détails parce que j'ai pas du tout le temps. Mais en fait, le secret de ça, c'était la question de dire moi je ne sais pas si je dois continuer ou non, parce que je ne sais pas si les mecs en face sont là. Parce que j'étais dans une situation symétrique. Qu'est-ce qui se passe si je casse la symétrique? Qu'est-ce qui se passe si j'ai un nombre impair de machines? Et qu'effectivement, il puisse y avoir une partition réseau, c'est-à-dire, par exemple, comme ça. Eh bien ici, je suis asymétrique. Le secret et l'astuce d'un système comme CP, ça va être de dire, eh bien moi, la majorité va avoir raison. Il regarde, il dit, les gars, on a perdu des gens, est-ce qu'on reste une majorité des gens? Oui, ok, on peut continuer. Lui, il va se dire, est-ce qu'on reste? Bon, il se parle tout seul, mais en supposant que ce soit une minorité, il va dire, moi je ne peux pas procéder.
Par contre, lui pourra procéder. Et lorsque ce sera réparé, les gens qui étaient à la minorité pourront se réinformer. Donc le secret, c'est de forcer l'asymétrie et d'avoir un système de majorité. Donc au final, combien je peux tolérer de pertes? Je peux tolérer une minorité de pertes. C'est-à-dire j'avais 5 machines, je peux tolérer 2 pertes. Si je perds 3 machines, les 2 qui coulaient entre elles se disent on est une minorité, on n'arrive pas à farmer 3, on refuse les accès. Mais par contre, j'arrive à tolérer une minorité de pertes. Et comment lui il fait, je ne vais pas avoir trop de temps, mais en gros, il y a une élection de leader répétée. Chaque changement de leader, ça change une époque. Et ils proposent des choses aux gens, et ils font ça non pas en 2 phases, mais en 3 phases, où il y a pré-prépare, prépare et commit. Et je ne vais pas du tout rentrer dans les détails, parce que je vous dis c'est un algo qui est imbitable. Mais regardez Raft, R-A-F-T. C'est super intéressant. En plus, il y a un petit gif, petite animation qui explique en images comment ça marche, comment les gens choisissent des leaders et tout ça. Et le cœur du système, c'est effectivement les systèmes de majorité qui discutent entre eux. Donc ça, l'état de l'art des systèmes CP, c'est tout ce qui est Paxos, Raft et environ, mais c'est tous les systèmes qui tolèrent une minorité. On peut difficilement faire mieux. Alors, ouais. P-A-X-O-S. D'ailleurs, j'avais un ami, on avait un test de geekerie de quelqu'un. C'était taper Paxos sur Google. Est-ce qu'il te propose un catalogue de voyage pour les îles grecques ou est-ce qu'il te propose une page d'informatique? Et t'es un vrai geek si quand tu tapes Paxos, on te propose des algorithmes plutôt que des îles grecques. Bref. Bien sûr, c'est de les systèmes qu'on appelle les systèmes crash stop. C'est-à-dire, c'est un modèle d'échec. On considère que la seule chose qu'elle puisse faire, c'est crasher. Il y a tout un modèle d'échec, qui était d'ailleurs mon sujet de stage, qui était les systèmes byzantins, où non seulement elles peuvent crasher, mais elles peuvent se comporter de manière arbitraire, typiquement malicieuse. Donc pour avoir le truc compromis qui a envie de foutre la merde. Et dans ce cas-là, je vais vous épargner les détails, mais on peut tolérer qu'un tiers des gens. C'est-à-dire, si j'avais 9 personnes, je peux en tolérer qu'un tiers. Et au-dessus, je peux plus. Mais enfin bref, ça c'est hors sujet. Donc ça, c'est ce qu'on appelle les systèmes CP. Et l'autre cas, les systèmes AP, c'est les systèmes qui vont autoriser la divergence et qui vont y revenir plus tard. Et qui vont dire, plus tard, je vais essayer de résoudre ça. C'est ce qu'on appelle de la consistance éventuelle. Éventuellement, je vais finir par eventually, comme on dit en anglais, plus que éventuellement en français, mais eventually, je vais finir par avoir résolu le truc. Donc c'est pas de la consistance forte, donc je viole le C. Mais est-ce que c'est grave? C'est pas forcément grave selon les besoins clients. Il y a des gens qui veulent absolument la consistance forte parce que c'est le meilleur. Mais je vais vous donner un exemple. Le compteur de views d'une vidéo sur YouTube ou le compteur de followers sur Twitter. Est-ce que c'est la fin du monde si à un moment je suis faux de quelques chiffres? On s'en bat les couilles. Un moteur de recommandation. À un moment, j'avais partitionné mes trucs. Il y a quelques machines qui possédaient quelques données qui sont tombées. Et pour une recherche donnée, il y aura quelques résultats qui ne vont pas apparaître cette fois, elles reviendront à la prochaine recommandation. C'est pas grave. Donc, selon certains besoins business, c'est tout à fait viable. Donc il y a plusieurs écoles et machins. Là, je parle vraiment de les systèmes AP, un sous-ensemble des systèmes AP qui sont les systèmes à consistance éventuelle avec réconciliation. Et il y a tout un arbre généalogique. Le tout premier, c'était Dynamo. Dynamo qui a été fait par Amazon avec le fameux, vous savez, AWS, le truc Amazon Cloud, le truc c'est le Dynamo Paper, qui a ensuite été repris par différentes personnes, notamment Facebook a fait Cassandra, qui est un système AP, une base de données AP. LinkedIn a fait Voldemort, c'est leur nom, et en dernier successeur, je dirais le plus récent, c'est Riak, une boîte qui fait de l'Erlang. Non, c'est Bachot, la boîte s'appelle Bachot qui a fait Riak. Vous l'avez reçu. Oui, Bachot a fait Riak. Putain, j'ai du mal. Oui, Bachot, une boîte qui fait de l'Erlang, a fait un système qui s'appelle Riak, R-I-A-K. Le Riak, c'était un oiseau, je crois, qui est un système AP, c'est à peu près, je dirais, le plus récent des systèmes AP. Et eux, comment ils marchent? Il y a plein de théories différentes, mais je vais présenter une que je trouve absolument phénoménale. C'est ce qu'on appelle le système des CRDT. CRDT, c'est de mémoire convergente replicated data type. Les types de données convergents répliqués. Et en fait, c'était de dire que si j'arrivais à démontrer des propriétés mathématiques sur les données que j'étais en train de stocker,
alors je pouvais garantir que la réconciliation se faisait de manière automatique sans demander l'intervention humaine. Parce que le problème d'un système AP, je pourrais dire, ok, je contacte, je mets à jour le champ fou, Toto aime la pizza. Et entre-temps, il y a un autre mec qui arrive et qui avait dit, pendant que le système était coupé, Toto aime les pâtes. Et tôt ou tard, veut le réconcilier, alors Toto aime la pizza ou les pâtes? Bah, la plupart des systèmes AP, ce qu'ils font, c'est qu'ils stockent les deux. Et au moment où un client fait une requête, on lui dit bah, c'était soit des pizzas, soit des pâtes, à toi de faire un choix. C'est la réconciliation, il n'y a pas de miracle. J'ai autorisé la divergence, mais la réconciliation, bah, mon système ne lit pas dans le mar de café. Il va demander à l'utilisateur, quand on fait une requête, à toi de relier tout ça. Ouais. Qu'est-ce qui t'empêche d'avoir un genre de temps d'horloge pour savoir quel était le dernier à avoir eu une info? Ah, bah ça c'était la grosse erreur de Cassandra. Ils avaient la politique du last right wins, le LDub, le dernier qui a écrit a gagné. Sauf que comme je t'ai dit, est-ce que tu peux vraiment faire confiance à une horloge? Presque. Pas du tout. Enfin, eux, ils faisaient confiance à une horloge et, si tu veux mon avis, c'était une énorme erreur. Parce que parfois, effectivement, tu écrasais des écritures, parce que pour une raison ou pour une autre, il a considéré qu'une écriture plus ancienne était machin. Donc oui, c'était une des politiques de Cassandra. Il y a des gens qui ont pensé à ça, moi je considère que c'est une énorme erreur. Et beaucoup de gens considèrent que c'est une énorme erreur. Mais t'es pas le premier à avoir pensé à ça. Bonus point. Mais donc la plupart des systèmes, ce qu'ils font en AP, c'est ils jettent les bras en l'air. Typiquement Riac, c'est ce qu'il fait par défaut. Il dit écoute, quand ça a splitté, ça a divergé. Il y a des gens qui ont dit pizza, il y a des gens qui ont dit pâtes. Voici l'union pâte pizza, toi de choisir. Mais alors la beauté des trucs, c'est très restrictif, mais c'est magnifique. Les CRDT, c'est si on prouve, attention, que là je vais faire exprès de sortir des mots compliqués, que mes types exposent la propriété d'un treillis inverse, de mémoire, treillis inverse, treillis supérieur, c'est-à-dire qu'ils sont commutatifs, associatifs, idempotents, alors ça pourrait être fait automatiquement. Bah, un exemple, si ce que je stocke, c'est un ensemble. Mon data type, je stocke des ensembles. Bah, effectivement, je suis commutatif, associatif, ce que vous voulez. Si moi, ici, j'avais mon nœud ici, qui avait stocké A dans mon ensemble, j'ai divergé, lui il a rajouté C, ok, lui il a rajouté B, ok, réconciliation, bah, l'union des deux ensembles, bah, c'est ABC. C'est pas grave, il y a deux fois A, bah, l'union d'un ensemble, si le truc existe déjà, il est encore là, je prends les nouveaux. Donc là j'ai une propriété idempotence, c'est rajouter une deuxième fois l'élément ne fait rien, je gère la redondance. Associatif, je peux les mettre dans n'importe quel ordre. Donc si j'expose ces propriétés, eh bien alors je n'ai pas à me poser de questions. Donc par exemple, un contre-exemple d'un truc qui n'est pas un CRDT mais qu'on pourrait croire. Un compteur. Je fais un compteur de likes et je dis mais c'est pas grave, je vais les réconcilier automatiquement. Alors moi je commence, je suis à 42 likes. Puis là j'ai divergé. Et là on dit hey, il y a des likes, il y a des likes. Lui aussi on dit hey, il y a des likes, il y a des likes. Toi tu es monté à 51 comme le pastis. Toi tu es monté à 69 comme Gainsbourg. Est-ce que vous pensez vraiment que c'est 51 plus 69 le résultat? Voilà. Donc ici c'est un cas. Mais il y a plein de papiers qui sont en train en gros de réinventer la roue sur tous les trucs, les compteurs, les machins et tout ça, de manière CRDT, pour permettre automatiquement, sans intervention humaine, de combiner ces trucs. C'est ce qu'on appelle les CRDT, et c'est basé sur un terme qu'on appelle le théorème Calme, qui parle de logique et monoticité, je sais rien, c'est compliqué le système AP, c'est très matheux. Donc voilà. Donc je sais pas, je vais pas m'apporter trop loin, parce que je pense que ça fait un peu longtemps que je parle. Je sais pas, si vous voulez, à un moment j'irai plus loin, je vous donnerai des ressources si vous voulez aller plus loin. En conclusion, surtout, aujourd'hui, si vous devez faire un choix de machin, de base de données, vous allez devoir vous poser la question de la distribution. Qu'est-ce qui se passe, il y a une coupure réseau de machin et tout ça. Il va falloir regarder la doc, il va falloir regarder ce qu'ils disent. Première leçon, si vous dites fièrement je suis un système CA, vous fuyez. Vous regardez, si vous dites système CP, système AP, est-ce qu'il a raison de dire ça? Est-ce qu'il ne se trompe pas de la définition? Donc à vous de regarder. Donc c'est pour ça, c'est vraiment juste pour faire un choix, pour être un consommateur éclairé. Et donc comprendre, c'est pas un choix binaire.
c'est un spectre de possibilités. Il n'y a pas les systèmes AP et les systèmes CP. Riak, dans Riak 2.0, il y a moyen sur certains buckets de se comporter de manière CP en faisant du Paxos. C'est un système AP ou un système CP? Il y a des systèmes CP qui machin et tout ça. C'est un spectre de possibilités. Donc faites attention à ne pas tomber dans la pulsion classificatrice. Toutes les choses ne rentrent pas forcément bien dans des cases. Il n'y a pas de cas que des cas d'école. Mais en gros, les deux grands pôles, ça va être, vous allez trouver des systèmes CP qui vont vous garantir qu'à aucun moment j'ai de la divergence, je garantis une connaissance forte, je me comporte de loin comme une seule machine. Par contre, d'une manière générale, je serai plus lent. Je serai plus lent parce que synchroniser, ça demande de communiquer. Communiquer, ça prend du temps. Et je ne pourrai tolérer au mieux qu'une minorité de pertes de machines avant de pouvoir arrêter d'être vivant et je devrais commencer à refuser des requêtes. Système AP, je ne garantis pas la consistance forte, mais c'est potentiellement pas un problème. Je suis plus rapide, d'une manière générale. Si je suis dans un CRDT, c'est le meilleur des mondes. Si mes data types ne font pas ça, je dois faire une intervention, enfin dans mon code client qui utilise la base de données, je dois trouver un moyen de fusionner tout ça. Et effectivement, je peux survivre jusqu'au dernier, en théorie. En pratique, non, parce que s'il n'en reste plus qu'un seul, il va se manger toutes les requêtes, il va écrouler. Donc, en théorie, il survit jusqu'au dernier. En pratique, il y aura un effet d'avalanche, parce que plus vous faites tomber des machines, plus les machines qui restent se prennent de charge en plus, et ainsi de suite. Jusqu'à la dernière qui vous avez répliqué 10 fois, il y a une qui se prend 10 fois plus de charge, elle va tomber. Mais bon, d'une manière générale, c'est plus rapide et c'est plus résilient. Il y a tout un monde entre les deux, et les systèmes legacy, donc tous les systèmes qu'on va trouver de les bases de données relationnelles, typiquement, donc je disais PostgreSQL, même si maintenant il y a plein de trucs, il y a tout ce qui est Seconde Quadrant, qui est une boîte qui fait pas mal de trucs, qui est en train de travailler sur un système de réplication intelligent qui s'appelle réaction bidirectionnelle. Mais sinon, très souvent, vous allez trouver du 2PC, le two-phase commit, qui est du CA. Mais attention, CA, si vous êtes dans le cloud et que vos trucs sont connectés par des liens géographiques énormes, c'est une très mauvaise idée. CA, si fondamentalement, vous avez plusieurs machines, elles sont dans le même cluster, elles communiquent par un gros câble Ethernet, et que le seul moyen qu'il y ait une coupure réseau, c'est qu'un mec vienne avec un sécateur, c'est pas la fin du monde. Quelques lectures, si ça vous intéresse. Un bouquin en ligne gratuit, Distributed System for Fun and Profit. Excellent bouquin. Excellent bouquin. Il va pas hyper loin, mais il passe beaucoup de temps sur les différents modèles, les choix de modèles qu'on fait, les abstractions et tout ça. Et un excellent blog. Il y a un type qui s'appelle Afir, enfin c'est son pseudo. Afir, un mec de San Francisco, qui fait des blog posts qu'il appelle Call Me Maybe. Oui, parce que hey, I just met you, but here's my data, so store it maybe. C'était sa blague. Où en gros, il prend plein de databases commerciales de différentes offres. Il regarde ce qu'il propose et il dit bah moi je vais te tester, je vais te mettre à genoux, on va voir comment tu réagis. Et là, 80% du temps, il dit mais t'as un énorme bug, mec. Donc en fait, c'est un peu devenu le watchdog du monde des bases de données distribuées. Et tout le monde attend avec impatience son nouveau blog post où il dit aujourd'hui je vais regarder est-ce que machin, c'est un peu le Will It Blend des systèmes distribués, qui fait plein de conférences, j'ai eu la chance de le voir. Par contre, vous n'allez jamais sur son blog personnel Tumblr, parce que comme tout type de San Francisco, comme toute information de San Francisco, c'est un hipster totalement ouvert sexuellement. Enfin, je suis pas puritain, hein. C'est juste que moi, quand je suis au boulot, je veux regarder des trucs systèmes distribués, son blog post où il se fait sodomiser pendant qu'il est en laisse, non. Mais je vous préviens juste. Donc, Afir, son blog pro, son Twitter, mais pas afir.tumblr.com. Pas au boulot. Après, si ça vous plaît, hein, j'en sais rien, mais bienvenue à San Francisco. Hein, bienvenue dans le monde de la start-up, hein, ils sont tous tarés. Et ils en sont fiers en plus. Je conchis sur cet endroit, mais bah, je m'éloigne un peu. Ouais, donc les lectures, donc c'est blog posts, ce qu'il appelle Jepsen, Distributed System for Fun and Profit, de la lecture sur Paxos et sur Raft. Soit vous skippez toute la partie historique et vous allez juste le site de Raft qui vous explique ça. Et dans les systèmes AP, moi je me permets de dire, quitte à en choisir aujourd'hui, regardez Riak. Cassandra, Facebook l'a abandonné parce qu'ils n'arrivaient pas à gérer le truc. Enfin, c'est pas qu'ils n'arrivaient pas à gérer le truc, c'est que c'était par rapport à leurs besoins, le choix d'un AP n'était pas pertinent. Ils n'arrêtaient pas de se tirer une balle avec un système AP, ils ont dit fuck it. Donc Cassandra était un peu squeeze.
Dynamo, il se fait vieux, c'était l'ancêtre. Voldemort, j'en entends jamais parler. Oui. Mais ouais, donc dans les systèmes AP, regardez RIAC de Bachot. Leur doc est excellente en plus. Donc ouais. Alors j'ai dit, alors ça fait une solution commerciale. Enfin, c'est open source, hein, mais c'est open source. Ouais, je crois que c'est open source. Et dans les systèmes CP, j'ai parlé des algorithmes Raft, mais quelles sont les choses qui implémentent si vous voulez utiliser un truc comme ça. Alors généralement, on veut du CP pour des trucs de moins grande envergure. On ne fait pas un système distribué, une base de données répliquée comme ça. Mais c'est souvent utilisé dans les systèmes de lock où on fait pour synchroniser de la métadonnée. Les grands noms, vous allez trouver Zookeeper de Apache. Avec eux, leur protocole, c'est pas exactement PACOS, c'est ZAB, Zookeeper Atomic Broadcast, ETCD, et j'ai oublié le nom du troisième, merde, ETCD et Logcabin, qui sont des trucs pour faire des systèmes de log distribués. Et si vous voulez savoir, historiquement, qu'est-ce qui a lancé le grand mouvement où d'un seul coup tout le monde est mis à faire des blog posts et tout ça, c'est Google, avec leur paper Paxos Made Live, où toute la théorie des systèmes distribués est très très vieille en fait, parce que l'emporte. D'ailleurs, il y a beaucoup de papiers sur les systèmes byzantins de Barbara Liskov, celle entre elles qui a à peu près inventé l'orienté objet. Alors ça, c'est voilà, cette petite gueule rien à voir, mais en plus c'est la nuit de l'info, donc c'est politiquement correct. Vous savez, il y a toujours des connards qui disent les filles, ça ne sait pas coder. Alors Barbara Liskov, elle a fait probablement plus de contributions que vous tous vous ferez de votre vie réunis. Voilà, elle est très très violente. Quand vous faites de l'objet, il y a un truc qui s'appelle le principe de substitution de Liskov, c'est Barbara Liskov, c'est elle, et tous les papiers sur les systèmes byzantins, c'est elle. Donc c'est très très violent. Mais bref, c'est un sujet qui est un peu vieux, les Slimport et tout ça, c'est les années 80-70, mais c'est aujourd'hui que c'est d'actualité, parce que c'est remis au goût du jour. Et ouais, je suis en train de tourner en rond dans ce que je dis. Est-ce que vous avez des questions? Du coup, moi j'ai un peu bloqué sur ton truc avec le 42, le truc de compteur de clics ou compteur de vue. Basiquement, si tu as un serveur qui était là, ils étaient tous synchro au début, ils étaient à 42. Bon, imaginons, tu as ton serveur qui est à 42, il est isolé géographiquement, et du coup il n'a plus internet. Tu as tes deux autres qui continuent à compter. Ils sont séparés eux aussi géographiquement. T'en as un, il monte à 69, l'autre à, je sais pas, à 71. Du coup, théoriquement, si tu as une formule un peu conne pour arriver à un résultat cohérent, tu fais 71 moins 42, plus 42 moins 69 plus moins 42. Enfin, en gros, tu fais la différence à 42. Tu fais une moyenne en gros? Ouais, enfin vite fait, tu sais combien, la différence de clic à 42 sur ce serveur, celui-ci, tu le mets dans le nouveau. Ça, je viens de te dire, ça dépend de tes besoins business. Hein. Est-ce que d'un point de vue business, ça a du sens de faire ça? Si oui, go. Ouais. Si ça n'a pas du sens, que tu veux absolument être exact. Et dans quel cas ça pourrait pas avoir de sens en fait? C'est ça qui j'arrive pas à me mettre dans le bain de tiens. Je sais pas, si tu veux de l'exactitude par exemple, parce que faire une moyenne c'est pas l'exactitude. Je sais pas, alors j'invente un truc, tu es dans différentes zones géographiques, tu veux regarder les compteurs de likes, dans une zone géographique il fait nuit, dans l'autre il fait jour, forcément il y en aura une où pendant la nuit il y aura eu moins de likes. Ok. Ouais. Je sais pas, il y a sûrement plein de trucs, mais quitte à faire ça, je pourrais pas te sortir l'algo, mais je sais qu'il y a un papier pour faire un compteur séquentiel grâce d'une manière CRDT, de manière qui peut être répliquée automatiquement, enfin résolue automatiquement. Je le connais plus par cœur, mais je sais qu'il existe. Donc en pratique, tu ferais ça, je pense. Ok, d'accord. Et il y avait une autre question, ouais. Alors je voudrais bien savoir quelle discipline utilise la théorie de la synchronisation des bases de données. Est-ce qu'il y a du model checking entre autres? Ah, c'est une bonne question. On pourrait dire que ce que fait Afir, c'est pas vraiment du model checking. Est-ce qu'on pourrait vérifier ça avec du model checking? C'est une très très bonne question. C'est une excellente question même, qui mériterait d'être posée. Afir, son truc, en gros, il avait fait un super talk qui expliquait comment marchait son logiciel de trucs. Alors je sais pas dans quelle mesure c'était proche de model checking. Je pense pas que c'était un truc à la spot avec des automates de Bushy ou un truc comme ça. Mais je pense que oui. Il doit y avoir des vérifications formelles de ce genre de choses. Ouais. Mais là, tout de suite, à part Jepsen, qui est le projet de Afir, il n'y a rien qui me vient à l'esprit. Mais c'est une bonne question. Ouais. Ok. C'est la fin de la nuit de l'info. Je vous remercie.
Bon, bah, du coup, vous avez compris que c'était la dernière. Et donc, merci vous d'être restés jusqu'au bout. Et peut-être s'il y a des gens sur le stream qui sont restés jusqu'au bout, merci aussi. Salut!